Alors, un petit débat. La salle, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des interactions? Oui. Alors, mademoiselle, une dizaine de minutes pour le débat. Je vous remercie encore une fois. Je me représente Atida Louriemi, étudiante en M2 en droit fiscal. Et mon mémoire porte sur ce sujet, l'échange de renseignements, la transparence fiscale en Afrique. Alors, ma question sera destinée à Madame Sarah Ganzar et Yahya Chamlili. En fait, concernant la Convention cadre de l'ONU, qui est encore en cours de négociation, si cette convention sera prête, est-ce que les pays en développement se retireront de la convention de l'OCDE ou continueront à exister sur les deux côtés? Je veux dire sur la convention mutuelle d'assistance administrative de l'OCDE et sur la nouvelle convention cadre de l'ONU. Et quelle sera l'utilité de cette convention cadre si beaucoup de pays et de puissances fiscales, de grandes puissances fiscales, s'y opposent à cette convention? Merci. Alors peut-être on va collecter toutes les questions et par la suite on va céder la parole à nos intervenants pour réagir. Il y a quelqu'un? Oui. Il y a le monsieur avant, tout à l'heure. Je saisis l'occasion pour souhaiter la bienvenue au doyen Norman Rqiq, qui s'est rejoint à nous, intéressé aussi par la coopération fiscale internationale. Alors, monsieur, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, Gilles Nebzeo, conseiller service à la Direction générale des impôts. Merci beaucoup. Juste quelques éclaircissements concernant l'intervention de M. Faiz Chouair concernant le prix de transfert. C'est dommage, c'est absent. Mais concernant le référentiel les droits internes avec les principes directeurs de l'OCDE, si les principes directeurs de l'OCDE, ce sont des recommandations, ce sont des directives. On peut la loi interne inspirée de ces directives, mais il reste la souveraineté nationale des droits internes. Mais la législation en matière de prix de transfert en Tunisie, c'est généralement inspiré des grands principes de l'OCDE, des principes directeurs. Concernant, il y a une remarque, il y a différence taux dans des vérifications, il y a 15%, 30%. Selon les prix de transfert, la juste rémunération selon un principe de plan concurrence. Il y a plusieurs critères pour déterminer la juste benchmarking. Donc, on ne peut pas constater qu'il y a une différence de taux selon dans les mêmes secteurs d'activité que le travail de l'administration fiscale peut-être faute. Ce n'est pas incorrect. Donc, il y a un intervalle de plan concurrence. Il y a le premier quartile, l'immédiat et le troisième quartile. Peut-être dans les mêmes secteurs, il y a des différents taux de rémunération. Concernant les formations des agents de l'administration fiscale investit dans les agents de l'administration fiscale. On a suivi des sessions de formation des formateurs avec des experts de l'OCDE. Et grâce à cette formation avec les experts de l'OCDE, on a déjà formé nos collègues dans les régions et dans le Grand Tunis. Dans les 3 années, presque 700 agents bénéficient de formation de pré-transfert. Et merci. Merci. Alors, monsieur, la suite. Au fond de la salle, il y a aussi un monsieur qui a demandé la parole. Vas-y. Merci. Shukran. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Je suis Kabir Miloudi. Je représente
l'association marocaine des droits de l'homme. مرحبا. بارك الله فيك. الحقيقة je suis d'accord avec Mohamed sur la question de la langue. الحقيقة nous sommes dans une région où on dit qu'on parle une langue commune. Malgré ça, c'est entre guillemets. Hein, parce que moi, personnellement, je ne suis pas arabe. Je suis du Maroc et je ne suis pas arabe. Ma langue maternelle, c'est Tamazight. Je la parle couramment. Alors, ce n'est pas notre sujet. Je suis également d'accord avec C. Mohamed de la Mauritanie qui a précisé que c'est l'Afrique qui souffre de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, de l'exploitation, j'ajoute, de l'exploitation des richesses, du transfert des bénéfices et des capitaux de manière illicite, etc. Et dans ce cadre de la question de la fiscalité internationale, on peut se féliciter de la position commune des Africains par rapport aux autres. C'est bien. Et je pose la question à Mme Sarah sur la position du groupe BRICS. Vous connaissez tous BRICS. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il s'agit d'un groupe qui est toujours, qui n'a pas de différence sur cette question, ou je ne sais pas. Donc, je pose la question à Madame Sarah. Une deuxième question également à Madame Sarah. Normalement, bon, j'ai une question. Pourquoi le comité ou la commission intergouvernementale sur la convention contraignante de la fiscalité internationale discute la question des protocoles? Un protocole, par définition, c'est un document, ce que je sais, hein, vient après un document de base. Pour élargir la convention, pour définir des concepts qui font défaut. Bon, je termine. Hein. Une dernière question relative à la législation marocaine sur les activités qui génèrent des bénéfices et des revenus sur les activités électroniques. Merci. Merci. Alors, Madame Hela aussi, Madame. مرحبا. شكرا للمداخلات الجميع. سؤالي موجه للأستاذ. Vous vous présentez s'il vous plaît. سحر فضيلة، محلل سياسات عمومية بالمركز التونسي للاقتصاد. سؤالي هما زوز أسئلة موجهين للسيد يحيى شملالي بخصوص المفاوضات حول الاتفاقية الأممية للتعاون الضريبي. السؤال الأول هو حول تمثيلية تونس في المفاوضات. أنت حكيت في المداخلة متاعك حول وجود البعثة الدائمة لتونس بالأمم المتحدة في المفاوضات، في حين أنه المتعارف عليه أو الموجود في المفاوضات أنه البلدان الأعضاء ممثلة بقدراتها التقنية هناك، يعني بالإدارات الجبائية أو بممثلين عن وزارة المالية. فإلى أي مدى البعثة الدائمة قادرة على المفاوضة بشأن مسألة بهذه التقنية، وهل يتم التنسيق مع وزارة المالية بتونس؟ المسألة الثانية تتعلق بمسألة الجاذبية الاقتصادية للبلاد، l'attractivité، من خلال التخفيض في نسب الضرائب. الموقف هذا الحقيقة سمعناه توا من عندك وتم الإشارة إليه في الكونتريبيسيون إكريت متاع الدولة التونسية للجنة التفاوض حول الإطار المرجعي للاتفاقية.
أين تم الدفاع على مسألة السيادة الضريبية ومسألة حق تونس في كونها تستغل أو تستعمل التخفيض في نسبة الضرائب من أجل تحقيق الجاذبية. هل إنه هذه سياسة عمومية للدولة في حين أنه إحنا نلقى في قانون المالية 2025 ثم توجه عكسي نحو ترفيع في نسبة الضريبة على الشركات وفي وضع حد أو ضريبة دنيا للضرائب على الشركات. ثم سؤالي تماشيا مع أستاذ ميلودي للأستاذة سارة بخصوص مسألة البروتوكولات المبكرة ومسألة نص الاتفاقية في حد ذاتها. الخوف هو مش من كون البروتوكولات تكون مكملة للاتفاقية، لأنه حسب المسار متاع الصياغة باش يصدروا زوز مع بعضهم، لكن مسألة في مسألة لوبسيوناليتي. هل مسائل على قدر هام أو قدر عالي من الأهمية كما مسألة الخدمات العبر الحدود ومسألة الضرائب تاكس ديسبيوت بريفنشن، هل إنه قادرين نخليوها في بروتوكول ونخليوها للوبسيوناليتي ما نحطوهاش في جوهر الاتفاقية؟ شكرا. إذن تفضل. عسلامة الناس الكل. عندي أسئلة لسي يحيى. Vous vous présentez s'il vous plaît. Alors, Noura Larjimi, donc coordinatrice de la recherche في l'Observatoire tunisien de l'économie. Donc, سؤالي الأول لسي يحيى. Donc, malgré l'adoption de la taxation des services digitaux اللي صارت de 3% في la loi de finances 2020, إلى يومنا هذا il n'y a pas eu d'application de cette taxation. Donc je voulais savoir, vous partagez avec nous les détails à disposition ou علاش إلى يومنا هذا n'a pas été encore appliqué. Et mes questions, عندي 2 ou 3 questions de Madame Sarah. شوية pour rentrer dans les coulisses des négociations في l'UN Tax Convention. Est-ce qu'il y a, en fait, comment le bloc africain coordonne en termes d'introduction de remarques, de prise de position et de présentation dans les positions du bloc qui fait est-ce qu'il y a une discipline de vote du bloc africain comme il y en a, il commence à y en avoir pour le bloc européen, comme on a parlé Madame Sabrine plus tôt, ou comme retour d'expérience, le marocaine sur les négociations. Quel est le profil en fait des négociateurs marocains? Est-ce que c'est des diplomates? Est-ce que c'est des personnes plus spécialisés sur les taxes? Est-ce que vous avez de l'aide externe d'experts en taxation marocains? C'est à titre indicatif et de retour d'expérience, je pense, pour tous les pays nord-africains qui participent notamment aux négociations de l'UN. Et je pense que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, la dernière question pour finir en beauté. Vas-y. On doit permettre aussi à nos intervenants de réagir. Oui, je me présente. Oui, Marius Zeni, du Bénin, et doctorant en gestion à l'AFSEC de Tunis. Je voudrais d'abord remercier pour avoir pensé organiser ce colloque international et aussi les intervenants pour la qualité de leurs interventions. Je voudrais, pour commencer, j'ai 4 questions. Oui, j'ai 4 questions. Et la première, bon, M. Chouer n'est pas là, mais la question touche directement son intervention et l'intervention de la participante aussi. Au fait, M. Chouer a précisé au niveau de la clarification du cadre normatif à l'administration fiscale, pourquoi ils ne disent pas de façon précise quel est le référentiel utilisé. Moi, dans le cadre de ma thèse de doctorat qui porte justement sur la question des prix de transfert, nous avons eu à faire une étude comparative de dispositifs législatifs et réglementaires de 78 pays. Et
qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau de la Tunisie, comme M. Chouaïa l'a souligné, par exemple, quand nous prenons les méthodes en matière de prix de transfert, on retrouve ces méthodes dans certains pays au niveau des lois, alors qu'en Tunisie, ces méthodes ont été insérées au niveau des notes communes. Donc, elles n'ont pas toutes la même force obligatoire. Et c'est la question soulevée par M. Chouaïa tout à l'heure. Et elle a riposté en disant que ce n'est pas le cadre de l'OCDE n'était pas obligatoire, tout ça là. Non. Nous, quand on a fait une étude comparative, on a vu d'autres législations dans le monde qui sont au total au niveau de 18 pays. On a vu qu'il y a certains pays délibérément insèrent ces dispositions dans des instructions administratives, comme le cas de la Tunisie. Par contre, il y a d'autres qui votent carrément une loi pour reprendre, par exemple, au niveau des méthodes en matière de prix de transfert. Et on a mis en évidence au niveau de la législation tunisienne beaucoup de faiblesses. On passe à la deuxième question, voilà. S'il vous plaît. La deuxième question, la première, c'est toujours, ça s'adresse au directeur des études de la législation fiscale. Combien d'entreprises ont bénéficié des accords préalables en matière de prix de transfert? Est-ce qu'on peut avoir les statistiques sur ça? Et combien d'entreprises aussi ont bénéficié de contrôle fiscal en matière de prix de transfert dans la pratique? La troisième. Dernière question, on a vu une succession de notes communes concernant le champ d'application de la déclaration pays par pays. Qu'est-ce qui justifie ce changement, cette publication de plusieurs notes communes qui touchent le champ d'application de la déclaration pays par pays? Et je vous remercie. Merci. Alors, avant-dernière question. Vas-y. Aslemen Eskol, je me présente, Abir Mastouri, chercheuse en droit fiscal et spécialement en fiscalité environnementale. D'ailleurs, monsieur Yahya, concernant la fiscalité environnementale, et malgré les recommandations de l'OCDE d'intégrer l'environnement en fiscalité, pourquoi la Tunisie n'a-t-elle pas encore une fiscalité verte réellement et opérationnelle? Et merci beaucoup. Merci. Alors, la dernière question à notre collègue, Madame Mansouri. Tfadal. Du moment qu'il occupe un poste assez important en matière d'administration fiscale, n'est-il pas temps d'arrêter directement avec les avantages fiscaux d'une manière directe et définitive? Je pense que le code d'incitation à l'investissement n'a rien ramené, effectivement, sur le plan recettes budgétaires, recettes fiscales, il n'y a rien du tout. Donc, je crois qu'il faudrait vraiment réfléchir à cette question. Et puis, pour la TVA, au contraire, la TVA suspensive, moi, je pense qu'il faut la garder quand même et la maintenir parce que c'est un élément très important dans la fiscalité internationale. Même s'il y a des fraudeurs, on ne peut pas s'en passer. Une troisième remarque qui est directement posée à M. Yahya. Il est grand temps, je pense, il est grand temps pour la Tunisie de penser sérieusement à ne plus appliquer les directives de l'OCDE. Ce sont des directives qui sont faites sur mesure pour les pays riches. Alors que pour notre pays, on parle de négociations, de coopération. Quels sont les moyens dont on dispose, alors que c'est un pays fiscalisé à fond, une pression fiscale qui devient de plus en plus intenable. Et donc, du coup, des mécanismes qui nous permettent de se forger un petit statut donc, par rapport à des géants fiscaux. Je crois qu'il faudrait passer par l'idée principale de réduire la pression avant de passer à toutes sortes de négociations en matière de coopération. Et pour finir, en matière de contentieux, c'est une question qui va directement à M. Faiz qui nous a quittés malheureusement. En fait, sur le plan, nous avons réellement un petit problème par rapport au contentieux fiscal. Et puis, ce n'est pas tout à fait vrai que, à mon avis, que le juge fiscal est disons, n'est pas impartial. Au contraire. Moi, je ne défends pas du tout. Alors là, je ne défends pas du tout, sachant que je suis moi-même fiscaliste, que j'interviens sur le plan pratique. Mais je pense que certains éléments, ils font un travail merveilleux. Sauf que
il faut vraiment, le partage de compétences, il faut en finir. Le contentieux fiscal, c'est un contentieux qui doit rester au niveau du contentieux judiciaire. Pas d'intervention du juge administratif. Ça, c'est ma position claire. Je le dis, je le répète à haute voix. Ça fait 30 ans que je le fais. L'administration, le tribunal administratif, il est là pour, disons, pour faire un travail beaucoup plus académicien que pratique. C'est le juge judiciaire qui fait un travail beaucoup plus intéressant. C'est une position que je peux me permettre de l'affirmer vu que je suis une praticienne aussi du contentieux fiscal ainsi que du contentieux douanier. Et je vous remercie vivement. Merci, voilà. merci, chers collègues. Alors on passe rapidement la parole à Madame Sarah Gonzal, peut-être pour réagir avec les questions et par la suite pour laisser le reste du temps à Siahi. Merci beaucoup. Donc, j'ai un tas de questions. D'abord, pour la question, je pense que c'était ta question concernant le chevauchement de cette convention cadre, donc avec les autres instruments qui sont déjà existants. Donc, la convention cadre, elle a prévu un article, donc c'est dans la nouvelle nomenclature de la convention cadre, il y a l'article 12 intitulé « Interaction de la convention cadre avec les autres instruments juridiques ». Donc, comme je l'ai mentionné au début, cette convention ne va pas être mise en œuvre pour dupliquer ou bien pour refaire un travail qui a déjà existé. Donc, l'élaboration de cette convention cadre fait en sorte que ces instruments doivent interagir de manière complémentaire. Mais il y aura des différences dans la mise en œuvre. Donc, ce point il va être discuté lors de la prochaine session à New York de l'année prochaine. Et en ce qui concerne l'intérêt pour les pays en développement, donc c'est un peu prématuré de parler d'implication, ou bien je ne peux pas te donner des données chiffrées ou bien d'études, des trucs concrets, mais on est content de ça parce que cette convention, elle a permis de porter la voix du continent haut. Donc déjà, on commence à participer à ce qu'a dit Nisrine, c'est l'agenda setting, bien l'élaboration des normes. Donc, sous l'égide de l'ONU, on est à 193 pays. 153 pays sont des pays en développement, 40 pays sont des pays développés. Donc, on est déjà à 80% contre 20% des pays développés. Donc déjà, il y a une meilleure représentation des pays en développement qui vont faire en sorte de défendre leurs intérêts. La deuxième des choses, donc, pour l'OCDE, c'est vrai, elle nous a aidé à moderniser un peu les règles fiscales, mais est-ce qu'on a participé à l'élaboration des normes? Non. Le cadre inclusif, on est 147 pays. La majorité sont des pays en développement, mais qui décide? C'est le steering group. C'est un groupe restreint de 24 pays et il y a un seul pays africain, c'est le Togo. Donc, et après, comme vous avez dit, c'est on suivi. Donc, on est membre du cadre inclusif. Voilà, il y a 4 standards minimum. Il faut respecter ça et ça et ça. Il faut changer les réformes. Il faut, voilà, liste grise, liste noire et tout ça. Donc, là, déjà, on peut participer à pied d'égalité. Donc, on parle de comité intergouvernemental. Donc, tout le monde, c'est ouvert. Vous avez des vous pouvez contribuer, vous pouvez exprimer vos préoccupations. Donc, ça déjà, c'est un plus. Et donc, voilà. Il y avait une question par rapport... Charfine, je suis aussi tamazirt, même si je ne parle pas la langue, mais bon. Vous avez posé la question sur le BRICS. Donc, dans les négociations, le BRICS en tant qu'organisme de groupe, en tant que groupe, donc il n'assiste pas en tant que groupe, mais les pays qui sont membres du BRICS, donc généralement ils sont avec la position du groupe africain ou bien la position du G77 plus la Chine. Donc, pour le Brésil, généralement, ils sont avec la position africaine, l'Inde aussi, la Chine aussi, la Russie aussi. Donc, voilà. Non, mais ils n'assistent pas en qualité de BRICS. Mais chaque pays a sa qualité nationale, mais généralement, ils rejoignent les positions du G77, du Global South, du Sud.
Vous avez aussi pour la question de pourquoi développer des protocoles alors que donc ça c'était l'une des questions qui était vraiment qui a suscité beaucoup de débats lors de l'élaboration de la convention cadre. Donc pour question de simplicité, parce qu'on ne pouvait pas avoir une convention cadre et y intégrer plusieurs protocoles parce qu'il y a beaucoup de thématiques. On peut retrouver les flux financiers illicites, on peut retrouver l'échange de renseignements, tout ce qui est développement durable, environnement. Donc on ne pouvait pas avoir tout ça dans une seule convention cadre. Donc, pour question de simplicité, on aura une convention cadre qui va régir tout ce qui est engagement, principe, tout ce qui est comment ça va fonctionner, tout ce qui est mis en œuvre. Et pour les protocoles qui sont d'ailleurs développés par des experts, des techniciens, on aura pour chaque thématique, on aura un protocole. Pour la question de la mise en œuvre, donc je tiens juste à vous préciser que la convention, la mise en œuvre des protocoles, la finalisation des protocoles se fera 6 mois après la convention cadre. Donc on va finaliser la convention cadre et on va travailler après, continuer le travail sur les protocoles 6 mois après. Pour votre question sur la taxation des revenus sur les activités numériques, donc la loi de finances 2025 au Maroc, on a instauré la TVA sur les services à distance fournis par des entreprises étrangères. Et voilà, donc on n'a pas de taxe sur les services numériques, mais on suit de près les débats sur l'économie numérique, sur le pilier 1, pilier 2. Et on verra maintenant avec la convention cadre. Donc, comme a dit Chemlali, c'est en stand-by maintenant. On va voir ce que va proposer la convention cadre pour voir ce qui est le mieux adapté à notre économie. Donc, il y avait d'autres questions. Pour le bloc africain, donc comment on coordonne? Donc, on a un groupe de pays africains. Donc, généralement, pour les positions, c'est des positions, on a des réunions, que ce soit à distance ou bien sur place, lorsqu'on a besoin, par exemple, de discuter une disposition. Donc, généralement, on reçoit un message, réunion du groupe africain, va à la salle et on discute sur les points pour avoir une position commune. C'est vrai que on n'est pas toujours d'accord avec c'est pas une personne qui va décider pour 54 pays. Donc, il y a des fois, il y a des points de divergence. Des fois, par exemple, il y avait des points de divergence concernant l'arbitrage. Nous, par exemple, au Maroc, on est contre l'arbitrage. On l'avait mentionné parce que juste avant que le groupe Afrique énonce sa position, on se concerte entre nous. Donc, si on n'est pas d'accord, on essaie de trouver un point d'entente. Sinon, lors de notre contribution en notre qualité nationale, on le mentionne. Voilà, on s'aligne sur la position du groupe africain, mais voilà, en notre qualité nationale, on préfère ça ou ça ou ça. Et pour le profit des négociateurs, donc non, c'est pas des diplomates, donc c'est l'administration fiscale des impôts, c'est notre service, c'est le service de la fiscalité internationale. Donc, c'est moi et les collègues. Donc, généralement, nous, on négocie des conventions fiscales de non-double imposition, mais notre service suit aussi de très près les travaux donc, de la convention cadre et aussi du comité des experts en matière de fiscalité internationale. Et voilà, j'ai un petit ajout pour la question de ce matin concernant le cadre réglementaire des crypto-actifs. Donc, en fait, moi, j'étais, lors du dernier mandat, j'étais membre du sous-comité travaillant sur les crypto-actifs du comité des experts. Et on a travaillé, le cadre réglementaire, ce n'est pas une problématique des pays en développement, c'est une problématique de tous les pays. On ne trouve pas de cadre réglementaire. Et on a travaillé sur une boîte à outils et un questionnaire pour aider les pays à instaurer un cadre réglementaire. Donc, qui sera diffusé bientôt. Et au Maroc, on a un projet de loi, mais qui n'est pas encore ratifié. Mais c'est parmi les questions qui sont vraiment cruciales, surtout dans une économie de plus en plus digitalisée. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de Merci.
Merci, Madame Sarah. Alors, pour vos réponses, on passe la parole à Yahya. شكرا. أنا باش نبدا بك أنت. الأقربون أولى بالمعروف. Parce qu'elle m'a posé une question concernant. Abus de pouvoir. Donc, elle m'a posé une question concernant la confidentialité pour l'échange de renseignements automatiques concernant la CBCR. En fait, en première phase, lorsqu'on avait un problème de confidentialité, on a accepté de ne pas appliquer la réciprocité. Donc, on envoie et on n'accepte pas. Mais à partir du moment où on a changé, on a apporté beaucoup de modifications, même sur le coût de l'administration fiscale. Le dernier rapport de l'OCDE a jugé que nous sommes conformes et par conséquent, nous pouvons recevoir les déclarations. Et d'ailleurs, il y a une déclaration qui a été reçue, je crois, en octobre, c'est ça? En octobre, oui, en octobre. En octobre de 2025, on a reçu une déclaration pays par pays. Donc, le problème est résolu. Alors, la première question concerne si on adhère ou bien si on accepte, ou bien si on signe la nouvelle convention, est-ce qu'on va abandonner l'ancienne? Donc, en fait, là, c'est un choix technique, politique. Donc là, rien n'empêche de signer une convention et collaborer lorsque l'intérêt du pays est là. Donc là, ce que nous allons suivre, c'est l'intérêt de notre pays, où est-ce que réside. Et là, on respecte ou bien on essaye de préserver l'entreprise publique, de préserver notre souveraineté. Et là où l'intérêt économique et social et politique est là, donc nous adhérons. La question qui concerne l'attractivité de la Tunisie et l'arbitrage entre l'action 5 ou bien la tendance de l'OCDE pour limiter les avantages fiscaux et ce que nous faisons, est-ce que nous sommes en train d'accorder des avantages alors qu'en 2025, on a augmenté les taux d'imposition. En fait, augmenter le taux d'imposition n'a rien à voir avec l'avantage fiscal. Donc là, il y a deux paramètres qui jugent l'impôt, qui déterminent l'impôt, c'est le taux et la base taxable. Donc, on peut soit jouer sur le taux de l'imposition, soit jouer sur la base taxable. Donc, pour un secteur déterminé, il peut rester à 20%, mais avec une base égale 0, et par conséquent, l'impôt serait égal 0. Donc là, l'avantage fiscal, généralement, on joue soit sur l'exonération pure et dure, soit sur la déduction de la base imposable. Et d'ailleurs, depuis 1993, on a migré plutôt vers la déduction des bénéfices imposables pour laisser le principe d'imposition clair pour les activités accessoires et n'accorder l'avantage que pour les bénéfices qui proviennent du secteur d'activité pour lequel on veut encourager. Donc, notre politique d'avantage fiscal demeure, même si on choisit d'augmenter le droit commun d'imposition. D'ailleurs, le droit de 15% et l'IS au taux de 15% nous cause deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a une discordance énorme entre la fiscalité des personnes et la fiscalité des entreprises. Et par conséquent, on doit rapprocher ces deux fiscalités pour qu'on soit vraiment, pour qu'on se rapproche de l'égalité d'imposition. Deuxièmement, 15%, ça peut être considéré comme, la Tunisie peut être considérée comme un paradis fiscal et par conséquent, on évite les taux limitrophes de calcul parce que la norme internationale des pays pour classer les pays comme des paradis fiscaux, c'est 50% de l'ESDU. Et donc, si on a un partenaire dont le taux d'imposition est de 30, 50% calculé sur le taux effectif, il n'a jamais calé Tunis comme un paradis fiscal. Et d'ailleurs, nous avons un courrier d'un pays qui nous classe comme un paradis fiscal parce que le taux d'IS est réduit. Donc, on peut continuer notre politique d'avantage fiscal, mais je crois que stratégiquement, on a adopté une politique que je crois elle est très raisonnable. Avant de s'enfoncer davantage dans cet outil fiscal, il faut tout d'abord évaluer les avantages qui ont été accordés jusqu'au jour. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas une évaluation économique, macroéconomique des avantages qui ont été accordés. Et là, je reviens à l'exportation pour dire que ce qu'on a fait pour l'exportation, les avantages qu'on a retirés des informations pour l'exportation n'ont pas affecté ce secteur parce que tout simplement, il y a une augmentation des exportations, il y a une évolution d'activité et le rapport de la Banque mondiale en faveur
en font preuve, parce que tout simplement, c'est un secteur qui n'a pas été touché par le changement de régime fiscal. Peut-être d'autres facteurs peuvent l'affecter, mais le fiscal n'est pas vraiment en premier lieu pour affecter cette branche d'activité. Sur le régime suspensif, c'est vrai qu'on a renoncé à cet avantage, mais on a accordé une faveur pour les sociétés exportatrices pour le remboursement, et par conséquent, la DGLI, elle est là, elle peut vous donner des chiffres pour les demandes qui sont déposées, et la réaction rapide aux demandes de restitution. En moyenne, nous sommes à 35 ou bien 38 jours de remboursement, qui constitue un délai très logique à partir du dépôt de demande de restitution jusqu'à la date de paiement effectif. Pour notre collègue, il a parlé des APP. Est-ce que nous avons des statistiques concernant les APP? Les APP, nous n'avons pas grand-chose, parce que tout simplement, il n'y a pas vraiment des groupes de sociétés il n'y a pas beaucoup des groupes qui ont sollicité cette APP, parce que pour accéder à ce beau deal, il faut se dévoiler. Et là, maintenant, on peut se dévoiler que nous sommes sûrs que de la transparence du groupe. Et là, donc, reste la réaction des groupes. Pour l'instant, nous avons un nombre très réduit des groupes qui ont demandé les APP. Pour les CBC, je crois que vous avez posé la question concernant est-ce que nous avons des statistiques ou bien... الحقيقه ما سمعتوش. est-ce qu'il y a des publications ما نعرفش ما فهمتوش الكيسيون. La déclaration pays par pays. Oui. Pour la fiscalité environnementale, c'est un créneau sur lequel nous travaillons. Nous travaillons déjà, parce que pour ce type de fiscalité, nous avons un très grand problème, parce que nous avons énormément de taxes parafiscales qui traitent le sujet, et la migration vers une fiscalité environnementale telle que l'adoption de taxes carbone, ça nécessite une réforme profonde. Nous travaillons là-dessus, et nous devons avoir impérativement la coopération des autres départements ministériels tels que le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Industrie et du Commerce. Pour l'application des normes de l'OCDE, il faut éviter le recours à ces réformes. Je vous dis que là, nous devons être vraiment scientifiques. Si une recommandation, ou bien si un outil qui est présenté par le CDE, qui nous présente réellement un avantage, pourquoi ne pas l'adopter? Je vous dis sincèrement que l'outil de prix de transfert et les méthodes qui sont adoptées sont méthodes extraordinaires, parce que ce sont des méthodes qui s'articulent sur des données statistiques, sur les exemples que M. Faiz a présentés dénotent que si le vérificateur a adopté réellement une méthode pour déterminer le prix de transfert et des variables réelles et des comparables réels, on aurait accepté directement le redressement qui a été proposé. Et d'ailleurs, je confirme ce qui a été dit par Simer, la notification de redressement, ou bien le rapport qui récapitule l'intervention de l'administration fiscale, doit être suffisamment clair pour accorder un maximum de garanties pour le contribuable, parce que le débat contradictoire ne peut se faire que si on échange l'information complète. Et d'ailleurs, cet échange doit être établi tout au long de la vérification, pas uniquement au niveau de rapport, mais même dans le déroulement. Il faut que le contribuable soit au courant de tous les détails des outils utilisés par le vérificateur. Sinon, on va déroger à un principe fondamental. Malheureusement, juridiquement, le contribuable ne peut pas le prouver, parce que le contribuable ne peut pas prouver l'inexistence de ce débat contradictoire, mais déontologiquement, le vérificateur doit être conforme. Alors, les accidents existent, donc il y a des cas où les chefs de redressement ne sont pas suffisamment justifiés, et ça touche énormément la garantie de contribuable, une garantie sur laquelle on doit travailler fortement, parce que si on veut réellement une réforme fiscale, si on veut réellement une conformité volontaire développée, si on veut réellement travailler sur le civisme fiscal,
la première pierre angulaire, c'est la création ou bien la fixation d'un climat de confiance qui va pousser le contribuable à adhérer au choix de l'administration fiscale ou bien à se rapprocher de l'administration fiscale ou bien à rapprocher le contenu de sa déclaration avec l'activité réelle. Pourquoi on n'a pas appliqué le 3% pour l'activité numérique? Tout simplement, je vous dis que c'est un accident. Tout simplement, c'est un article qui a été balancé par les parlementaires. Et là, pour appliquer une nouvelle taxe, il faut déterminer les conditions d'application, le champ d'application et surtout, il faut le rattacher au code de droit et procédure fiscale pour qu'on puisse l'appliquer. Donc l'article tel qu'il est rédigé actuellement, il n'est pas applicable. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas appliqué. Et ce n'est pas le seul article qui reste inapplicable. Rappelez-vous, en 2024, on a voté une taxe qui va financer صندوق الوطني للتربية بتاع التربية qui fixe un taux de 0,5% de bénéfices réalisés par les banques et par les pharmacies et par les sociétés pétrolières, mais on n'a ni déterminé sa base imposable, qu'est-ce qu'on entend par bénéfice, ni déterminer quelle est l'administration fiscale qui va le suivre, ni déterminer le délai de dépôt de déclaration, ni déterminer les procédures contentieuses. Et c'est la raison pour laquelle elle reste une taxe non applicable. Donc en fait, les taxes qui parfois qui sont présentées directement au vote au niveau du Parlement nous causent un problème d'application par la suite. Je crois que j'ai répondu. البعثة oui. Oui, en fait البعثة اللي تحضر في الناسيون زوني هي وزارة الخارجية. وزارة الخارجية nous sommes en coordination à pas à pas, mais احنا بيدنا la DGELF, on a demandé à ce qu'on assiste à la négociation, mais le problème c'est que on était informé un peu tard. Il y a le problème logistique de visa ainsi de suite qui nous a privé d'être présents en négociation, mais nous sommes en coordination totale avec le ministère des Affaires étrangères et par la suite nous avons insisté sur le fait que les négociateurs de la DGELF soient présents parce que nous avons une expérience pour la négociation des conventions, donc on aimerait bien y assister, oui, absolument. Pour négocier ce genre de... Oui. Alors, merci Yahya, merci à tous nos intervenants, merci Madame Sarah, merci Mohamed, merci à l'auditoire qui est resté avec nous jusqu'à 7 heures, merci. Alors, on prend rendez-vous demain matin pour reprendre les travaux de cette manifestation. Clément.